Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Entre l'organisation des examens et l'arrêt des notes, le mois de juin est souvent un mois perdu pour les élèves. Pourtant, Jean-Michel Blanquer avait promis que cela allait changer avec la réforme du bac. Alors qu'en est-il? On en parle tout de suite avec nos invités. Ils ont trouvé leur voix ce mercredi au Panthéon. 2 lauréats du concours d'éloquence Trouve ta voix seront avec nous sur ce plateau pour nous donner leurs premières impressions. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le grand JT. Cette semaine, on leur a demandé quel métier ils rêvaient de faire plus tard. Mais tout de suite, on retrouve Mickaël Dorian pour l'actualité en bref. Mickaël, les cantines scolaires n'échappent pas à l'inflation. Oui, entre la hausse des prix de l'énergie et celle des matières premières liées à la guerre en Ukraine, les augmentations se font déjà ressentir pour certaines communes. À Saint-Étienne-de-Chigny, par exemple, près de Tours, depuis le 1er juin, le repas coûte 26 centimes de plus, une augmentation prise en charge par la mairie jusqu'à la fin de l'année. Mais dès septembre, les familles devront mettre la main au portefeuille. Écoutez Jessica, elle est maman de 2 petites filles. Elle était interrogée ce matin au micro d'Europe 1. Ça a un impact sur la vie de tous les jours. Après, c'est pas violent, mais oui, ça se ressent. Il n'y a pas que la cantine, c'est toute la vie qui augmente en général. Si la cantine, elle s'en mêle en plus, ça va devenir compliqué, quoi. On fera plus attention et en même temps, obligé peut-être de supprimer un plaisir. C'est peut-être que le début. Selon le maire de cette commune, une nouvelle augmentation est possible pour l'année prochaine. Et un rapport sur la crise d'attractivité du métier d'enseignant a été publié hier. Un rapport détaillé par le sénateur de la Meuse et rapporteur spécial de la mission enseignement scolaire pour la commission des finances, Gérard Longuet. Il met en avant 5 pistes concernant la rémunération des enseignants. Il propose premièrement de mieux payer les enseignants débutants, deuxièmement de refonder le système des primes bien trop complexe aujourd'hui, troisièmement prévoir une bonification en fonction de la zone d'enseignement, augmenter, ça c'est ce 4e point, augmenter la rémunération pour les matières tendues, c'est le cas notamment des maths en France. Et puis 5e, proposer plus de perspectives d'évolution. Devant cette crise des profs, un enseignant a signé cette semaine une tribune dans le magazine Marianne. Il s'appelle Rémi Costello, il est professeur des écoles en Seine-Saint-Denis. Dans cette tribune, il explique pourquoi il ne veut plus enseigner. Il explique notamment qu'il ne veut plus être devant des élèves qui n'arrivent plus à se concentrer plus de 10 secondes, souvent à cause de l'abus d'écran. Des élèves en inclusion qui n'ont rien à faire dans une salle de classe et qui devraient être en hôpital de jour. Je ne veux plus passer 80% de mes journées à faire de la discipline, à faire le flic. On termine avec le prix Jean Renoir des lycéens 2022 qui a été décerné hier. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale et le Centre national du cinéma et de l'image animée, ce prix est décerné par 2000 lycéens à un film sorti en salle dans l'année. Cette année, le lauréat est le réalisateur iranien Mohammad Rassoulov pour son film « Le diable n'existe pas ». Merci Mickaël. Jean-Michel Blanquer avait promis lors de son mandat de partir à la reconquête du mois de juin dans les établissements. Alors qu'en est-il? On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Laurent Zameckowski sur notre plateau. Bonjour. Donc, bonjour, un habitué si je puis dire. On vous a déjà reçu. Vous êtes vice-président de la PEP, qui veut dire parents d'élèves de l'éducation publique. C'est bien ça? De l'enseignement public. De l'enseignement public, voilà. Face à vous, j'accueille Sébastien Vieille, secrétaire national à la pédagogie du SNALC, syndicat des personnels de l'éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ainsi que Carole Zerbib. Bonjour. Vous êtes membre de l'exécutif national du SNPLN-UNSA et proviseure adjointe du lycée Voltaire à Paris. Alors c'est à vous que je vais m'adresser tout de suite, évidemment, parce qu'on parle de ce fameux mois de juin, de la reconquête du mois de juin. Le mois de juin pose problème, et cela depuis longtemps. C'est un mois, évidemment, où les lycéens passent des examens, et en l'occurrence les élèves de terminale de bac. Est-ce que ça veut dire que pour les élèves de seconde, finalement, il y a cours ou pas cours? Comment ça se passe dans votre lycée, vous? Vous êtes à Paris, donc un lycée Voltaire. Eh bien, effectivement, le mois de juin est compliqué, puisqu'il y a donc les examens. Mais les examens, c'est la semaine prochaine. Mais nous, pour la préparation des salles de bac, on est obligé de fermer. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous les élèves du lycée n'auront cours. Et puis, il y a eu aussi toutes les procédures d'orientation qui interviennent dès le début du mois de juin. Les procédures de conseil de classe, d'orientation et d'affectation, qui font que ça intervient tellement tôt au mois de juin que les élèves, après, ne sont plus beaucoup motivés pour venir au lycée. Vous parlez de la reconquête du mois de juin.
je pense qu'il va falloir aussi reconquérir le mois de mai. Ah oui, et reconquérir les professeurs, les parents, les élèves, tout l'enseignement national de manière générale, parce que je crois qu'il y a une crise terrible de l'éducation. Alors parlons justement de ce fameux mois de mai dont vous parlez, parce que juin on y était, mais je ne m'y attendais pas. Mais à cause des ponts? Non, pas du tout, à cause de la réforme et du fait que maintenant les épreuves de spécialité, elles devaient avoir lieu en mars, avec le Covid, elles ont été reculées au mois de mai, et elles ont eu lieu les 11 et 12 mai, ce qui fait que, voilà, en période d'examen, on ne peut pas garder tous les élèves dans les établissements, ça dépend de la taille des établissements, certains n'ont pas assez de salles pour pouvoir maintenir les cours et organiser les examens, et puis les enseignants sont ensuite convoqués pour corriger les copies. Et ils ont obtenu 4 demi-journées de décharge pour corriger ces copies. Donc voilà, les enseignants n'étaient pas là, les élèves ont eu des cours un peu hachés. Et c'est vrai que pour la motivation des élèves, c'est un petit peu compliqué. Les élèves, là, se sont sentis en vacances dès la mi-mai. Et oui. Et alors pourtant, le calendrier scolaire officiel dit que la fin de l'année, c'est le 7 juillet. Donc pourquoi finalement maintenir une telle date qui est presque pas respectée pour le lycée, en fait, selon vous, Carole Zerbi? Surtout, je pense qu'on pourrait peut-être travailler à faire en sorte que les examens aient lieu un peu plus tard au mois de juin et que les procédures d'orientation et d'affectation peut-être aient lieu un peu plus tard. Pourquoi est-ce qu'on fait les conseils de classe si tôt? Voilà, là, on a dû faire les conseils de classe de seconde et de terminale début juin. Nous, on a commencé même fin mai parce qu'on a beaucoup de classes. Donc, afin de pouvoir tout faire, on a même commencé fin mai. Donc, vous voyez, toutes ces procédures qu'on pourrait peut-être différer un petit peu dans le temps. Je crois qu'il faudrait repenser l'organisation de ce mois de juin. Et je pense qu'il y a des solutions. Il faut juste qu'à un moment, on y réfléchisse et qu'on essaie de travailler ensemble à des solutions. Un sentiment que vous partagez également, Sébastien Vieille. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Donc c'est compliqué aussi pour tous les enseignants de pouvoir se caler sur ces nouvelles dates et sur ces examens. Ça a été extrêmement compliqué, en effet. On a vu deux choses. En effet, on a vu ces épreuves de spécialité en mai, avec donc des élèves qui, une fois passées ces épreuves de spécialité, ont en réalité passé 82% de leur baccalauréat. Et ils ont des certitudes sur 40% de ce baccalauréat grâce au contrôle continu. Pardonnez-moi. Donc on a des élèves qui, clairement, ne sont plus venus après les épreuves de spécialité, ou sont venus beaucoup moins souvent parce qu'ils avaient calculé, ils ont une vision assez liée à l'utilité, on va dire, qu'ils avaient déjà leur bac. Donc, que voulez-vous qu'ils viennent encore? En plus, il a fait beau. On peut les comprendre. Pardon de vous couper, mais c'est très déstabilisant pour les élèves aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment de leur faute. Ah mais non. Alors, je ne blâme absolument pas les élèves. Loin de là. Je les comprends tout à fait. J'aurais fait pareil à leur âge, d'ailleurs. Mais toujours est-il que là, on va avoir l'année prochaine des épreuves en mars, avec exactement la même chose en réalité. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une démobilisation dès le mois de mars. Donc le problème, il est inhérent à la structure même du nouveau baccalauréat, dont on n'était pas demandeur, je tiens à le rappeler. Et puis vous avez aussi un autre élément qui a été abordé par la collègue du SNPDEN, c'est l'orientation. Faire les conseils de classe plus tôt. Alors si jamais on recule Parcoursup, nous, on n'a rien contre, mais ça signifiera qu'on peut se passer d'avancer les épreuves de spécialité et qu'on reviendrait à un baccalauréat en juin. Nous, ça nous irait parfaitement, au passage. Mais on a aussi le problème des secondes, parce que les secondes, c'est aussi un palier d'orientation. Donc, une fois que les conseils de classe se sont déroulés, on a des commissions d'appel, on a tout un process afin de pouvoir les affecter. Donc, il y a un temps long. Et on voit mal comment il serait possible de faire beaucoup mieux en réalité. Alors on va y revenir justement sur l'orientation qui démarre effectivement maintenant dès la seconde avec la réforme du bac. Laurent Zamakowski, qu'en pensent les parents dans tout ça justement de ce fameux mois de juin? Parce que c'est terrible aussi pour eux de se retrouver avec des enfants qui sont pratiquement 2 mois et demi, voire 3 mois en vacances. Alors, en tout cas, ils se sentent en vacances au mois de juin. Exactement. Alors déjà, on parlait du mois de mai. Je rappelle que la PEP était défavorable au fait de reporter les épreuves du mois de mars au mois de mai. Les syndicats enseignants ont eu gain de cause.
Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, la question de la reconquête du mois de mai, effectivement, nous c'est juin, lapsus révélateur. Et c'est effectivement une demande des parents, effectivement, notamment les parents de seconde qui comprennent pas trop pourquoi finalement leurs élèves, leurs enfants ne puissent pas aller plus loin, en tout cas en termes de cours, notamment parce qu'aussi il y a beaucoup d'heures de cours qui ont été perdues, donc c'est peut-être aussi l'occasion de pouvoir récupérer. Alors certes, effectivement, les conseils de classe arrivent tardivement, parce que effectivement, comme monsieur disait, les commissions d'appel ont lieu notamment entre jeudi et vendredi, donc le 16 et 17 juin. Il faut donc un délai avant, je crois, environ une semaine au minimum pour qu'on puisse faire appel, etc. Donc forcément, de facto, les conseils de classe ont lieu entre fin mai et début juin. Et on va aller un peu plus loin pour les conseils de classe, notamment des 6e, 5e et 4e, qui eux ne sont pas des classes à orientation, mais qui ont néanmoins des commissions d'appel qui a lieu un peu plus tard pour les conseils de classe où forcément les parents peuvent contester également. C'est plus rare puisque le maintien étant dérogatoire. Mais c'est valable aussi au collège, parce que là, par exemple, mon fils qui est en 6e arrête ses cours la semaine prochaine quand même, donc à cause du brevet. Donc c'est valable aussi pour plein d'autres classes. Alors attention, le brevet, il a quand même lieu. Généralement, les établissements ferment plutôt le 29, parce que c'est plutôt le 30 quand même, les épreuves. Il y a plusieurs jours. Voilà. Donc ça dépend aussi de la gestion des établissements. À Paris, effectivement, notamment des établissements qui sont à la fois collège et lycée, ferment dès ce soir. Donc, et on a d'autres établissements qui sont notamment des cités scolaires qui se trouvent dans ce cas-là. Des collèges, soit plus gros ou qui ont des organisations un peu différentes, vont avoir des dates de fermeture plus tardive. Mais par exemple, si vous imaginez que cette dernière semaine de juin, à cheval juin-juillet, où on est fermé parce que justement centre d'examen, et qu'après vous vous retrouvez sur des activités plutôt de garderie, forcément vous avez un trou d'une semaine, et pour faire revenir les élèves, pour avoir des activités, on va dire, un peu plus ludiques, sans que ça soit du niveau de ce qu'on a en primaire, mais c'est quand même guère motivant. Donc clairement, les élèves vont se retrouver au plus tard, en tout cas pour les plus jeunes de 6e à 4e, en vacances dès le 24. Ah oui, dès le 24, c'est certain. Mickaël. Vous disiez qu'avec la PEP, vous aviez été défavorable au report des épreuves anticipées du bac de mars à mai. Mais Sébastien Vieille nous expliquait justement à l'instant que d'avoir des épreuves au mois de mars, ce sera pire en fait, puisque c'est les épreuves du bac. On peut comprendre les élèves, une fois que les épreuves du bac sont passées, ils ont plus trop intérêt à venir en cours. Donc là, au lieu d'avoir d'avoir le mois de juin de perdu, là on aura quasiment le mois d'avril et le mois de mai et le mois de juin de perdu. Alors il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a la question. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a quand même la question de l'orientation, la question plutôt du supérieur, qui est la plus importante. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez pas votre école. D'avoir le bac, oui. Après tout, le bac est aujourd'hui une condition nécessaire, mais absolument non suffisante. Donc aujourd'hui, le stress et l'angoisse des parents, c'est plutôt les résultats de Parcoursup actuellement qui tombent, qui vont être figés pendant la période des examens, justement, pour ne pas rajouter. Mais c'est vraiment là où je dirais que le bac, même dans l'ancien bac, finalement, était devenu une formalité. Oui, mais le problème, c'est que c'est une formalité quoi qu'il arrive. Oui. Tu es obligé d'avoir le bac. Donc, mais bien sûr. En tout cas, mais c'est vrai que nous, on s'est opposé au report parce qu'on avait besoin de ces notes objectives et surtout de passer du mode examen au mode contrôle continu à la dernière minute. On peut le comprendre dans des situations d'urgence qu'on a pu avoir avant, mais là, on n'était pas forcément dans ce cadre-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était difficilement acceptable et ça avait un impact justement sur Parcoursup. C'est pour ça que les parents d'élèves, en tout cas de ceux de la PEP, mais de la majorité des associations, à part une, et les étudiants, les lycéens, se sont prononcés pour le maintien. Et c'est pour ça que c'était important. Après, l'idée aussi d'avoir ça en mars, c'était justement pour éviter de mettre un poids aussi gros sur la fin d'année. Finalement, en le reportant en mai, en plus avec les ponts, etc., finalement, on s'est retrouvé à recomposer quelque part l'ancien système, alors qu'on voulait en essayer un nouveau. Je ne sais pas si le nouveau système est le bon, mais aujourd'hui, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on n'arrive toujours pas à pouvoir le tester en conditions réelles. En tout cas, à force de changer, on ne risque pas d'avoir quelque chose de très équilibré. Sébastien Vieille, vous voulez réagir ? Oui, alors, deux petites choses quand même. Le poids du contrôle continu, oui, pour Parcoursup, mais les épreuves en mai, c'était des vraies épreuves. Et on verra l'année prochaine, si on arrive à mettre tout ça en place au mois de mars, on verra comment ça se déroulera. Mais quand on voit ce qui s'est passé dans nos classes après les épreuves de spécialité,
et la disparition ou la démotivation de certains élèves, on a de quoi être quand même inquiet. Au passage, une petite remarque tout de même qui s'impose sur le questionnement du pourquoi on a des élèves qui se retrouvent à quitter les bancs du lycée aussitôt. C'est simplement parce que les professeurs sont occupés à d'autres tâches. Il y a les corrections. On a voulu supprimer les épreuves écrites les épreuves écrites terminales du baccalauréat, mais aujourd'hui on a un grand oral qui mobilise énormément de monde. Et je ne parle pas bien sûr des collègues de français, des collègues de philosophie qui eux aussi sont très occupés. Mais voilà, la fin d'année, en réalité, la reconquête du mois de juin, oui, pour les élèves, on le conçoit, mais de notre côté, les professeurs, sachez qu'il n'a jamais été perdu en réalité ce mois de juin. Et alors, vous parliez du collège, juste pour terminer, vous parliez du collège, et je vais aussi parler de l'école primaire. Il faut se rendre compte que dans la majeure partie des collèges et dans toutes les écoles primaires, l'année se termine bien au moment où elle doit se terminer. Même si les conseils de classe sont passés, on se retrouve à devoir faire des activités plus ludiques et beaucoup moins pédagogiques en collège parce que les conseils sont passés. Donc, pour motiver les élèves, faut y aller, quoi. Et puis en école primaire, les collègues sont sur le pont jusqu'au bout. Oui, mais alors c'est bien ce dont on parle justement. Sébastien Vieille, excusez-moi, mais c'est justement le sujet, c'est de se demander est-ce que vraiment c'est intéressant d'avoir un mois de juin justement avec des activités ludiques, ce qui peut être très bien, je ne dis pas le contraire, mais ce que je veux dire c'est que est-ce que l'école a vocation à cela? Est-ce que le mois de juin doit être justement un mois où on fait des activités plutôt ludiques et finalement le programme est déjà terminé depuis le début du mois de juin, si ce n'est la fin du mois de mai? Tout le problème est là. Vous avez tout à fait raison. Je vous avoue que moi, je suis professeur d'anglais, donc je peux arriver à faire de l'anglais à mes élèves en changeant de support, en variant les activités, en faisant du plus ludique. Mais au bout d'un moment, voilà, les élèves ne sont pas dupes. Ils se rendent bien compte que, qu'on a terminé l'année, qu'on a terminé le programme, en fait, et qu'on se retrouve à faire garderie. Non, mais justement, est-ce que c'est normal de faire garderie? Alors, quand on est en primaire, dans les toutes petites classes, à la limite, d'accord, mais après, en 6e, 5e, 4e, Laurence Zaneckowski voulait réagir. Justement, effectivement, ce que dit monsieur est tout à fait vrai, puisque les livres, les manuels scolaires sont ramassés dès mi-juin. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'outils de travail en théorie, sauf effectivement en anglais ou dans certaines matières où on peut s'en passer. Mais c'est vrai que quelque part, on envoie un signal qui est très fort aux enfants. Vos conseils de classe sont passés. On vous ramasse les manuels scolaires. Oui. Le dispositif devoir fait s'arrête là. Je crois qu'il va aller un peu plus loin pour les 3e. Il y a un certain nombre de choses qui se passent. Nous, on a clairement posé la question à la DGESCO. On a dit, parce que depuis 2 ans, notamment avec l'annulation des épreuves en 2020. Oui, pardon, mais je le dis pour ceux qui nous regardent, c'est l'Arlésienne, ça revient tout le temps, ce problème de la reconquête du mois de juin. Ça fait des années qu'on en parle, on en reparle encore aujourd'hui parce que c'est la 1e réforme, et donc on ne voit pas pourquoi on n'en parlerait pas, puisqu'on se repose encore une fois la question. Alors ça, c'est vrai que ça n'a jamais changé, ça existait déjà quand on était enfant, il faut être très clair. Mais ça, là, effectivement, le ministre avait d'abord dit justement que vu que les épreuves étaient annulées, ça permettait de reconquérir le mois de juin. Ça n'a pas eu lieu. Donc, j'ai moi-même appelé la DGESCO, Édouard Geffray, pour lui dire non. Alors la réponse parce qu'on nous a répondu tout simplement que le process, c'est ce qui a été dit, notamment d'orientation des conseils de classe, etc., c'est que, et aussi pour les affectations, comme a dit Madame Zerbib, il est comme ça parce qu'on veut donner la réponse aux parents d'élèves avant qu'ils puissent partir en vacances. Donc clairement, en gros, ils m'ont répondu que c'était de notre faute. Alors justement, parlant des parents d'élèves, Madame Zerbib, Carole Zerbib, justement, donc je parle professeure adjointe du lycée Voltaire à Paris. Est-ce que vous avez aussi ces parents que moi j'ai déjà entendus qui disent aux professeurs, est-ce que par hasard, si on part vers le 15 ou 25 juin, c'est pas si gênant pour les élèves, parce que bon... Oui, bien sûr. Oui, on a des parents d'élèves qui nous disent, il se passe rien, donc après le conseil de classe, donc là notamment, j'avais fait des conseils de classe de seconde le 1er juin et des parents d'élèves qui m'ont dit, le lendemain du conseil de classe, nos enfants ne sont pas là, ils partent en vacances parce que, vous comprenez, les billets coûtent moins cher. Donc voilà, je crois qu'il y a une fin officielle qui est le 6 juillet. Il faudrait vraiment qu'on arrive à faire en sorte que nos élèves soient là jusqu'au 6 juillet. Parce que qu'est-ce qu'on leur envoie finalement 7 juillet, pour ceux qu'est-ce qu'on leur envoie Qu'est-ce qu'on leur envoie comme signal et quel sens aussi on donne à cette fin d'année. Voilà, le monsieur, les collègues là, parlaient
des manuels qui sont restitués aux établissements. Oui, en effet, mais je pense que les professeurs qui sont là peuvent aussi essayer de faire des choses avec leurs élèves, des choses peut-être qui soient un peu différentes de ce qu'ils font habituellement, mais qui pourraient aussi capter quand même les élèves et faire en sorte qu'ils continuent de venir. C'est vrai que les élèves, nous avons perdu effectivement les élèves de terminale, bien qu'ils aient encore une épreuve à passer et à préparer, qui est quand même l'épreuve du grand oral, mais les élèves, je le vois ici au lycée, sont démobilisés. Il y a très peu d'élèves qui sont dans les cours de spécialité pour préparer leur grand oral, parce qu'ils considèrent qu'ils peuvent le faire tout seuls à la maison. Alors, c'est vrai que nous étions favorables à la réforme, nous l'avons soutenue, le SNT de NUSA a soutenu cette réforme, et que remettre les spécialités au mois de juin, c'est revenir en fait à ce qui se faisait avant. Mais effectivement, là, l'expérience nous montre que peut-être qu'il va falloir réfléchir à ça. Où est-ce qu'on met ces épreuves de spécialité pour faire en sorte en fait que les élèves de terminale viennent encore au lycée et qu'on ne soit pas obligé de tout fermer, de tout chambouler, parce qu'il y a des épreuves écrites à organiser et parce qu'il y a des enseignants qui sont mobilisés par les corrections des examens. En fait, c'est ça, hein, c'est un effet boule de neige. Et dans votre lycée, comment réagissent les professeurs? Parce qu'ils s'improvisent aussi examinateurs. Enfin, les corrections, les examens, enfin, c'est un rôle aussi. Est-ce que c'est leur rôle au départ? Et la formation. Et la formation. De corriger. Examinateur. De corriger les examens. Oui. Non, alors corriger, ça, on le sait. Oui. Non, mais c'est d'être examinateur et effectivement et faire la formation. Vous le disiez, Laurence Zamekowski. Je comprends pas votre question. De faire la formation, c'est pas bien. Non, mais il y a souvent dans la période du mois de juin, et d'ailleurs, par exemple dans le primaire, notamment les formations pour devenir directeur d'école ont lieu au mois de juin. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui sont aussi en formation à ce moment-là. Dans le secondaire, ils ne sont pas remplacés. Donc on se retrouve quand même, pour de diverses raisons, avec un emploi du temps à gruyère. Un effet embouteillage, en fait. C'est très compliqué. Et ça joue aussi sur la motivation des élèves à rester. Quelque part, ils se disent, de toute façon, ça ne sert à rien. Et puis, après, quand même, je voudrais dire une chose, c'est que la question du 7 juillet, de départ, il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a quand même aussi beaucoup de familles qui sont séparées, il y a des organisations de vacances. Le 7 juillet, quand vous avez l'un le mois de juillet, l'autre le mois d'août, en termes d'organisation, c'est quand même pas très pratique. Oui, alors est-ce que l'école doit dépendre de ça? Je ne sais pas, dans une monoparentale, je ne sais pas. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que pour les parents d'élèves, le fait que l'école, par exemple, se termine le 24 juin pour certains, en l'occurrence j'en fais partie, ça fait quand même plus de 2 mois et quelques d'occupation de nos enfants. Financièrement, c'est un coût pour beaucoup de familles qui est très très lourd. Très très lourd. Parce que comment faire? On n'a pas toujours les grands-parents, on n'a pas toujours les gens qui peuvent aider autour, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir... Et surtout une grosse inégalité sociale. Parce que, exactement. Et aussi géographique. Parce qu'il y a des villes qui ont des véritables dispositifs qui permettent de prendre en charge les enfants, il y a beaucoup d'activités autour, il y a énormément de choses qui se passent. Donc là, ils peuvent avoir quand même des vraies activités. Et d'autres villes où il n'y a absolument rien. Donc il y a vraiment... alors après, il y a aussi bien sûr les parents, les grands-parents, d'autres n'ont pas forcément cette faculté. Non, on n'a pas. Aussi les moyens financiers pour pouvoir occuper leurs enfants. Et puis, d'une manière générale, on se trouve confronté à ça. Alors après, évidemment, les enfants peuvent aussi, ceux qui sont les plus autonomes, travailler de leur côté et mettre ce temps à profit. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on nous répond. On nous dit, vos enfants peuvent s'occuper eux-mêmes, ils sont grands. Alors juste, Sébastien Vieille, vous êtes professeur d'anglais, vous le disiez. Est-ce qu'il y a quand même quelques notes qui sont données en juin? Et est-ce que, du coup, ces notes comptent ou pas? Puisque souvent, il y a le conseil de classe déjà, le bulletin du 3e trimestre a été rendu, ou presque. Comment ça se passe, ces fameuses notes du mois de juin? Ah non, mais à partir du moment où le conseil de classe a eu lieu, ce n'est pas la peine. On peut encore, à la rigueur, finasser quand on est professeur en collège avec des 6e, en leur faisant croire qu'on va mettre des notes qui vont compter pour l'année d'après. Mais en réalité, absolument pas. Non, on ne peut pas faire ça. Non, comme le disait la collègue du SNP2N, oui, on peut faire des activités différentes, et c'est ce qu'on fait tous.
C'est ce qu'on fait tous, mais on en vient même parfois à se faire accuser de pas bosser de la part de certains parents d'élèves qui aimeraient qu'on fasse cours avec les manuels et tout ça jusqu'au bout. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Mais ce qui est embêtant dans ce que j'entends là, c'est que en réalité, cette reconquête du mois de juin, elle n'a pas vocation à être pédagogique, elle a vocation à faire de l'éducation nationale une garderie. C'est un petit peu gênant, vraiment. C'est pas un discours qu'on souhaite. Mais par contre, j'ai été ravi d'entendre la collègue du SNPDEN dire que leur position avait évolué sur la place des épreuves de spécialité, parce que d'un point de vue organisationnel, je suis parfaitement d'accord avec elle. En réalité, on coupe l'année à plusieurs endroits et il y a plusieurs temps où les élèves sont démobilisés parce que les professeurs sont retenus pour examiner, pour corriger des copies et que quand on passe une épreuve, après il y a un moment de décompression aussi quand on est élève. Donc quelque part, ramasser tout cela sur une seule et même période en fin d'année de terminale, ce serait quand même un choix beaucoup plus judicieux. Ok, j'ai entendu sur le calendrier. Je reviens sur la dernière question, c'est celle justement des conseils de classe pour les classes de seconde, qui sont maintenant ces conseils de classe qui sont assez déterminants compte tenu de la réforme qu'on a faite, puisque c'est des classes où le nombre d'options proposées est important, où il faut faire un choix d'orientation, un choix pour le futur bac. Donc, est-ce que ce sont des conseils de classe aussi qui sont plus lourds pour les professeurs et ça prend encore plus de temps? Enfin, je veux dire que, est-ce que c'est encore plus lourd, cette réforme, pour l'organisation de votre établissement, par exemple, Carole Zerbib? Non, c'est pas plus lourd, ça non. Peut-être pour les familles, oui, mais pas pour l'organisation du conseil de classe. Pour les familles, c'est-à-dire que dès la fin du premier trimestre, ils doivent commencer à réfléchir à ce qu'ils vont faire, à se projeter dans un avenir qui pour eux est pas si proche. Quand on est jeune, le temps, le temps paraît toujours loin et c'est difficile de se projeter dans ce qu'on voudrait faire et dans la voie qu'on souhaiterait choisir. Donc c'est angoissant pour les familles, mais finalement, la seconde a toujours été un palier d'orientation. Avant, on choisissait une série, on se projetait dans une série plutôt littéraire, plutôt scientifique, plutôt en sciences économiques. Voilà, il y avait ça. Là, on leur demande de choisir des spécialités en fonction d'un projet d'études, voilà, en fonction d'un projet post-bac. Je pense que c'est surtout pour les familles que c'est compliqué, ce choix, et pour les élèves. Se déterminer à un âge où on a l'impression que c'est un peu tôt et on a du mal à se projeter, ça, c'est pas facile et il y a beaucoup d'angoisse. Voilà, moi, je trouve que les familles sont angoissées par ces choix. Les familles et les élèves sont angoissés par ces choix. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Et nous, après, on a l'habitude de faire ce travail d'orientation en conseil de classe, donc c'est pas plus lourd. C'est juste qu'on a plus d'angoisse des familles à gérer. Et après, c'est à nous on en reparlera ensemble, de les accompagner. Il y a quand même... On refera une émission sur Parcoursup. Pour accompagner les parents et les élèves dans ces choix. On refera une émission sur l'orientation, sur les choix, sur Parcoursup. Mais là, vraiment, on était sur la reconquête du mois de juin. Et bon, voilà, le sujet avance. Au moins, les échanges montrent qu'effectivement, vous vous rendez compte qu'en testant finalement, les examens sont mieux disposés à être tous... Ah non, Laurent Zamakowski est moyennement d'accord. Il me fait la moue. Moyen. Bon, enfin bon, j'espère que vous vous mettrez tous d'accord pour que ce soit le plus naturel possible pour tout le monde, à la fois pour les professeurs, pour les élèves et pour les parents. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Carole Zerbib, je rappelle que vous êtes membre de l'exécutif national du SNPDEN-INSA et proviseure adjointe du lycée Voltaire à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Face à vous, il y avait Sébastien Vieille aussi, secrétaire national à la pédagogie du SNALC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et professeur d'anglais. Dans quel lycée, rappelez-moi, le lycée? Au lycée Georges Cuvier à Montbéliard. Voilà, merci beaucoup. Dans le Doubs. Merci beaucoup d'avoir été là. Et Laurent Zamakowski, vous êtes vice-président de l'APEP, voilà, parent d'élèves de l'éducation publique. Non, l'enseignement public. À chaque fois, je dis l'éducation, je veux pas, c'est comme ça. Vous allez rebaptiser, c'est tout. On va y réfléchir. Merci, dans l'enseignement public. Merci d'avoir été avec nous.
prendre sa place en société, se préparer à entrer dans le monde professionnel, c'est l'engagement de l'association Trouve ta voix à travers un concours d'éloquence pour révéler tout son potentiel. Un potentiel bien amplement révélé lors de la finale du concours qui a eu lieu ce jeudi au Panthéon à Paris. Potentiel révélé avec Moïna Abdou qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et Marco Matijevic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Moïna qui a été finaliste, grande gagnante. Et Marco, coup de cœur, énorme coup de cœur. C'est presque un gagné, hein, c'est pareil. Hein. C'est à peu près la même chose. Merci infiniment d'être là. Félicitations. Alors, on ne s'est pas trompé dans le petit synthé. Ils ont trouvé leur voix, hein, VOIX. C'est leur voix VOIE, peut-être S, peut-être, et on va en parler justement, mais voix parce que c'est un concours d'éloquence. Un concours ouvert à tous les lycéens en seconde. Seconde, hein, vous avez quel âge, Moïna ? J'ai 16 ans. Et moi, j'ai 15 ans encore. Voilà, donc 15-16 ans. Remémorez-vous vos 15-16 ans. Prendre la parole devant tout le monde au Panthéon. Pas simple. Justement, ce concours, c'est fait pour aider à révéler leur potentiel, mettre des mots sur les idées et surtout les initier à la prise de parole. Je vous propose qu'on regarde tout de suite, pour se remettre dans le contexte, des petits extraits assez courts, des petits extraits de vos passages. On va commencer par vous, par la grande gagnante, par Moïna. Regarde. Pour le réchauffement climatique, je pense que les super-héros sont notre seul espoir. Alors, toutes mes excuses à Greta Thunberg, aujourd'hui pour sauver notre monde, il faudrait des solutions rapides et concrètes. Donc pour ça, rien de mieux que les super-héros. Dont Jacques. Vous avez l'air dubitatif. Vous connaissez pas Jacques? J'apprends de dire que c'est moi qui n'ai pas la culture générale. Et pourtant, le héros dont je vous parle est capable, avec ses orques magiques, de reforester l'Amazonie. Alors là, évidemment, c'est un court extrait. Hein. L'allocution a duré combien de temps ? Je sais pas du tout, mais... Très rapide pour vous, hein. Oui. J'ai l'impression que c'est passé comme ça, comme une fusée. Mais je devais pas dépasser 6 minutes 30, je crois. Oui, donc on était à 6 minutes 27. Ah bah ça va. Ça va. Et donc vous avez parlé évidemment de beaucoup de choses, mais en l'occurrence d'écologie et d'urgence climatique, c'était un point essentiel pour vous ? Bah oui, c'est important parce que du coup, ça touche toutes les générations, petits comme grands. Et du coup, je trouvais ça important de sensibiliser les personnes, mais aussi avec ma petite touche d'humour. Donc, c'est ce qui a plu au jury, je crois, le côté assez positif, engagé, oui, mais avec un certain justement dégagement, avec du recul, malgré tout, malgré les 16 ans. Oui. Après, je trouve que c'est important de prendre chaque problème au sérieux, mais pas trop non plus. Même si le réchauffement climatique, c'est très, très, très sérieux, mais voilà. Gagner la finale d'un concours d'éloquence à 16 ans, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'il y a un changement, il y a un avant et un après, depuis jeudi ? Je vous dirais que je dors mieux. Donc, oui, je dors mieux. Oui. Durant 3 mois, du coup, ça a été rempli de pression, d'angoisse. Donc, dit comme ça fait peur, mais j'ai aimé. Donc, Vous aimez la pression, en fait. Mais c'est vrai que ce concours, on parle de la finale au Panthéon, mais il y a eu avant la demi-finale et le quart de finale. Oui, et alors, comment c'est passé pour vous, Marco ? Racontez-moi. C'était très bien. C'était aussi une première. Je pense plus stressé avant que pour le Panthéon. C'est vrai ? Oui. On va regarder l'extrait du Panthéon, on en parle juste après. Okay. Regardez. Plus d'héroïnes, plus de héros dans notre monde, mais des influenceurs et des influenceuses. Ai-je vraiment envie d'être influencé ? Non. Inspiré ? Oui. Il fut un temps où les héros étaient des hommes, où les héros étaient des guerriers, où les héros étaient des conquérants. Mais le temps d'Alexandre le Grand et de Napoléon est terminé. En 2021, c'est Joséphine Baker qui rentre au Panthéon. Une femme noire, une artiste, mais aussi une résistante, une militante, une héroïne. Parler d'influenceurs, c'est pas rien. Ça a été génial, ce clin d'œil. Oui, voilà. Ça. Pourquoi avoir voulu parler de cette thématique-là ? Finalement, le temps change et les héros aussi. Et on peut penser que les influenceurs sont des héros. Et je voulais faire un petit clin d'œil comme ça à notre société d'aujourd'hui avec les influenceurs. Voilà. Est-ce que vous voyez au quotidien, en fait, ce monde d'image, ce côté d'être effectivement influencé en permanence par son image, par une fausse réalité qu'on poste tous les jours au quotidien ? Oui, un peu embellir sa vie, tout ça, montrer que tout est parfait. C'est ça, mettre des filtres alors que tout n'est pas parfait. Hein. Personne n'est parfait d'ailleurs. Voilà. Et encore moins le futur qui vous attend ou ça va, vous êtes optimiste ? Non, être optimiste, oui, je suis un peu optimiste.
fier de moi, fier de ce que j'ai fait et j'espère que je vais continuer comme ça. Alors racontez-moi la genèse, parce que comment ça se passe? C'est-à-dire que vous êtes donc en seconde, tous les deux, C'est ça. dans 2 lycées différents, et à un moment, l'un de vos profs vient vous voir et vous dit un concours d'éloquence s'organise, est-ce que ça vous intéresse? Déjà, est-ce que éloquence, concours, tout ça, ça vous parle, l'un et l'autre? Moïna. Oui, moi, ça m'avait déjà parlé, puisque des années avant, j'avais regardé à haute voix. Ouais. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je connaissais un peu, du coup, l'éloquence et ça m'avait intéressée. Donc, ouais, je connaissais déjà. Hein. Et donc déjà, vous aviez envie, en fait? En fait, j'aime beaucoup parler. Je suis assez bavarde. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et Mais entre être bavarde et prendre la parole devant tout le monde, devant une assistance qui vous reconnaît et qui vous juge, c'est pas exactement la même chose. c'est pas exactement la même chose. Mais après, je dirais que mon caractère m'a plutôt facilité, puisque je suis assez sociable, extravertie. Donc, oui, ça je le confirme. jugement et tout. hyper solaire, magnifique. Merci. Et Marco, alors de votre côté? Bah bon, peut-être un peu forcé même. Ah bon? Au départ, Racontez-moi. j'étais pas tout à fait prêt à le faire. Et il manquait des gens dans ma classe pour le faire. Et on m'a dit, bah tiens Marco, tu vas le faire. C'est qui on? C'est-à-dire... On m'a dit, tiens Marco. Bah ma prof et mon formateur Trouve ta voix aussi, Thibaut, d'ailleurs, que je salue. Ouais. Il m'a dit, fais-le. Et donc je me suis lancé et voilà le résultat. Je suis arrivé au Panthéon. Mais le formateur Trouve ta voix, avant qu'il arrive dans la classe justement et qu'il vous dise fais-le. C'est-à-dire qu'en fait, il a discuté avec chacun d'entre vous pour pouvoir voir vos potentiels? En fait, il est arrivé, on a fait plein de jeux oraux, des jeux, on prenait la parole, tout ça. Et on a appris aussi à le connaître. Et donc, il nous connaissait. Et il s'est dit, Marco, tu peux le faire. Il m'a poussé et voilà, j'ai continué comme ça. Et donc prendre la parole, en fait, avoir des idées, en tout cas c'est l'impression que vous m'avez donnée, puisque j'ai eu la chance d'être au Panthéon ce soir-là et de vous écouter, l'un comme l'autre, mais aussi bien les 4 autres qui étaient avec vous, c'est que vous avez des idées qui sont très fortes, qui sont très marquées, mais après les mettre en forme, les écrire, les raconter, les dire, c'est pas exactement la même chose et on le sait, nous journalistes. C'est pas pareil. C'est pas pareil, surtout qu'en plus c'est surtout ma prof qui m'a aidé à mettre en forme. Prof de français? Ma prof de français, ça fait. Ouais. Madame Courcial, qui m'a aidé à mettre en forme parce que j'avais les idées, mais c'était dur de mettre en forme bien et elle m'a beaucoup aidé pour ça et je la remercie d'ailleurs. Voilà. Oui, donc tout d'un coup, ça crée un lien qu'on n'a pas forcément avec ses professeurs. Oui, totalement. Je restais parfois après les cours pour continuer et voilà, c'était pas... Si on m'avait dit ça avant... Ouais, même moi, j'étais la seule, voilà. Ah ouais? Oui, mais moi, avec ma prof de français, Madame Santini, c'était super et tout. On a appris à se connaître. Moi, vu que j'ai 16 ans, mon français, il n'est pas au top du top. Donc, j'avais besoin d'une prof de français, évidemment. Mais du coup, oui, elle me racontait ses problèmes et tout. J'ai vu son père, d'ailleurs. Donc, pour être proche, on était proches. Non, mais surtout qu'en plus, vous avez des idées que vous voulez exposer, que vous voulez mettre en avant. Peut-être que ce n'est pas forcément les mêmes que votre professeur ou que votre tuteur, enfin votre formateur. Donc, il y a aussi, non pas un conflit, mais enfin une discussion qui s'engage, j'imagine. Bah oui, parce qu'au départ, je n'avais pas tout à fait ces idées-là. J'avais d'autres idées qui étaient un peu brouillon, c'était un peu brouillon, et on a réussi à mettre en forme et avoir des idées comme ça, et je suis content. Alors c'est plus, dans la forme, c'est ça qui est différent. Ça. Et alors, le fait que ce soit des formateurs bénévoles et qui justement s'impliquent davantage dans ce concours, d'éloquence Trouve ta voix, qui soient aussi motivés et qui s'engagent comme ça vous a touché tout de suite, j'imagine, l'un comme l'autre? Oui. Bah, beaucoup. Tu passes 2 heures avec une classe gratuitement comme ça, c'est pas donné. Donc oui, et puis en plus, c'était pour nous apprendre plusieurs choses qu'on ne connaissait pas. Donc forcément, on en profitait toutes et tous. Hein. Donc, Alors, on en a fait des discours les uns les autres. On a eu la chance les uns les autres peut-être de parler devant sa famille, devant ses camarades, de prendre la parole peut-être sur un plateau de télévision. Mais tout d'un coup, de prendre la parole là où ont été inhumés Victor Hugo, Jean Moulin, Joséphine Baker, Pierre et Marie Curie. Non mais... Ouais, non, c'est... C'est extraordinaire, non? C'est ouf. Mais très impressionnant. Ah oui, surtout quand je suis rentré au Panthéon pour la première fois, j'étais bouche bée. C'était impressionnant vraiment de rentrer et de me dire que je vais parler là. Et moi, je vais faire un discours. Ouais, non, c'était bien. Applaudis à la fin tous les 2, enfin tous les 6, puisqu'ils étaient donc 6 à passer cette finale. Désormais, est-ce que vous vous sentez prêt pour le grand oral, puisque vous êtes en seconde et en terminale, maintenant il y a le grand oral. Ça vous prépare aussi vers ça, cet examen? Oui, ça nous prépare beaucoup. Et je pense que Trouve ta voix, ça a été une association du coup qui est aussi basée sur ça, sur le grand oral. Donc je pense que, je dis pas que ça va être facile, mais ça va. Et vous avez l'impression aussi que le concours d'éloquence, le grand oral, ce lien que vous avez aussi avec votre prof de français, vous permet aussi pour la suite, peut-être de mieux préparer aussi vos rendez-vous d'embauche pour plus tard, Oui. même les rendez-vous avec peut-être les directeurs d'école, enfin
pour la suite. Oui, ça peut aider à prendre la parole, à avoir les bonnes formules de phrases, les tournures, tout ça, la bonne posture. C'est ça, le ton aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le ton, donc oui, ça, je pense que ça peut aider. Et des idées de ce qu'on voulait faire plus tard, en politique, oui. un peu, non Non, moi, j'aimerais devenir journaliste sportif. Ah, très bien. Voilà. Bah, écoutez, on note. Je suis un grand fan de sport depuis petit. Ouais. Donc, ça peut être mon métier. De quel sport en particulier? Je fais du tennis depuis plus de 10 ans, mais je regarde aussi beaucoup de foot, de basket, tout ça. Voilà. Bon, ben voilà, alors ce sera parfait, l'éloquence. Oui, ça vous aidera. Ça m'aidera, c'est ça. Moïna? Moi, je sais pas trop. Pourquoi pas dans le commerce. En tout cas, j'ai des critères de ce que je ne veux pas. Je veux pas être devant un bureau. Je veux avoir du contact avec les gens et tout. Pour moi, je trouve ça important. Bah oui, en plus d'être bavarde. Oui. Bon, on va en profiter. On parle juste, dernière question, mais de votre entourage familial, proche, c'est-à-dire que les amis, les parents ont été d'un soutien absolu aussi. Est-ce qu'ils sont impliqués dans l'écriture du texte, Moïna? Plus dans l'écoute. Parce que l'écriture, c'était pas trop ça pour eux. Mais oui, ils m'ont beaucoup écouté, beaucoup conseillé. Donc ouais. Votre maman est là, on peut l'embrasser. Bouchirata est là, on lui fait un petit coucou. Gros bisous. Et votre maman aussi est là? Oui, vous accompagnez Pascal? Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle a été impliquée aussi? Moi, je voulais pas qu'elle s'implique en fait. Je voulais faire tout seul. Je lui disais non, lâche-moi, je vais le faire, je vais me débrouiller. Et donc elle a découvert jeudi dernier le texte? Le texte, non, elle l'avait déjà lu, mais je voulais pas lui lire. Et pour Sciences Po, c'est pareil, la finale académique, Trouve ta voix, elle a découvert en live ce que je faisais. Voilà. Et donc admirative? Oui. Évidemment. Sans doute, oui. On le souhaite. En tout cas, on les salue, les parents. Merci beaucoup, Moïna Abdou, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Marco Matijevic aussi, d'avoir été avec nous. Et puis, écoutez, longue carrière à vous deux. Plein de bonnes choses. Merci. J'espère vous retrouver l'année prochaine et vous serez derrière le pupitre pour pouvoir justement annoncer ceux qui viendront passer cette finale après. Plus de pression. Oui. Plus de pression. Allez, comme chaque semaine, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT de l'Éducation. Cette semaine, c'est Agathe Delannoy qui est allée leur demander ce qu'ils aimeraient faire comme métier plus tard. J'ai envie d'être astronaute, pompier, ambulancier et policier. Je vais être cuisinier et je vais ouvrir un restaurant. J'aimerais bien être cuisinier, ranger la table. Ranger la table? Oui. Tu penses que tu vas pouvoir faire tout ça en même temps? Non, je crois que je vais être juste cuisinier et astronaute. Comme ça, je pourrais toucher tous les boutons de la fusée. Et aussi être un petit gamer. Parce que je veux devenir comme mon père. Ton papa, il est cuisinier? Non, mais il cuisine très bien. Et mon plat préféré que j'aimerais faire quand je serai cuisinier, ce sera des soupes. Je fais à peu près tout. Je fais des cuisines orientales souvent. Moi, tous les vendredis et les samedis et les dimanches, je vais au faire gratuit. C'est trop mignon, mais ils sont à bouffer. J'adore. Je vais faire devenir cuisinier, je vais ranger la table. C'est trop bien. Alors, merci beaucoup en tout cas à Agathe Delannoy pour ces images. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et c'est Clémence Bottineau qui a répondu à ces questions. Regardez. Ton avis sur l'école d'aujourd'hui? Mon avis sur l'école d'aujourd'hui, alors je me rends compte que ça fait 10 ans que j'ai eu le brevet, donc j'ai l'impression que ça a tellement changé. Maintenant, il n'y a plus les mêmes filières aussi au lycée. Comment dire? Je pense que l'éducation est toujours la même, fondamentalement. Je pense plus que c'est les générations qui ont changé. Et aujourd'hui, on a accès, les enfants, parce que je veux dire les enfants, c'est des enfants, quand on est au collège ou même au lycée, on est encore un enfant. Les enfants ont accès à une source d'information auquel je pense qu'ils ne devraient pas avoir accès aussi jeunes. C'est mon avis. Tu voudrais limiter l'accès aux réseaux sociaux? Je pense, oui. Je pense parce que les réseaux sociaux ont énormément de points positifs, mais du point de vue de la concentration, je pense que c'est très nuisible vis-à-vis des enfants, des jeunes, parce que finalement, c'est très addictif. On oublie, on est focalisé sur son téléphone et en fait, on oublie qu'il y a des choses quand même qui sont plus ou moins essentielles, comme lire des livres, s'aérer l'esprit. À cet âge-là, on devrait être dehors en train de s'amuser et pas forcément à l'intérieur en train de tourner des TikTok. Non, mais c'est vrai. Et je pense qu'il faut vraiment... Elle déconne pas, hein, Clémence. Si j'étais une prof, alors là, si je deviens prof... pas dehors tourner des TikTok. Ah non, mais c'est ça. Si je deviens prof, à mon avis, faut pas m'avoir comme prof d'histoire parce que je serais un peu dure. Mais c'est vrai, parce qu'à un moment, on perd l'essentiel. Tu vois ce que je veux dire?
c'est ce qui nous rassemble aussi, les relations humaines. Si on n'a que des relations sur les réseaux, après au collège j'avais un téléphone, mais bon, c'était un téléphone, bon, oui, il y avait le Bluetooth, quoi, tu vois, à l'époque. C'était différent et je pense qu'il faut rappeler aux jeunes générations que la vie, ça se partage, ça se vit. C'est pas que sur les médias. Et c'est un travail que l'éducation nationale devrait faire dans les écoles, avec peut-être des conférences qui parleraient aux jeunes, qui leur expliqueraient que, bon, utiliser intelligemment les réseaux, c'est bien, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont accessibles, en fait. Et tu as un petit peu pu te rendre compte du système américain ? Quelle est la grande différence ? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce système-là pour nous en France ? Alors oui, je pense que les Américains... alors, il y a de grands avantages en France. Hein. L'école est gratuite et accessible à tous. Et ça, c'est un fait. C'est-à-dire que si on a envie de poursuivre ses études, de faire des études supérieures, on a la chance de le faire en France. Et je pense qu'il y a très peu de pays qui donnent autant accès à l'éducation. Je veux dire, les musées sont gratuits, l'instruction est accessible, il y a 1001 bibliothèques. En fait, il y a énormément de moyens de s'enrichir intellectuellement, de se cultiver, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisque les études coûtent extrêmement cher et la plupart des étudiants sont boursiers. Par contre, je pense que les États-Unis ont compris une chose, c'est qu'ils savent valoriser les talents. Et la France a encore du travail à faire à ce niveau. Je l'ai vu parce que j'ai passé énormément de concours que j'ai ratés. Et des concours qui étaient plus ou moins arbitraires, c'est-à-dire que bon, tu as des tests de culture générale qui sont très, très vastes, enfin. Et à la fin, tu te dis, mais pourquoi mon profil n'a pas convaincu ? Qu'est-ce qui me manque ? Et personne n'est capable de te le montrer, de t'expliquer pourquoi. Et c'est pour ça aussi que je suis passée chez Miss France, parce qu'à un moment, j'avais fait tellement d'études et ça ne marchait pas, j'arrivais pas à rentrer dans les écoles, que j'ai dit, je vais revenir à l'essentiel et faire ce que moi, je sens que je suis capable de faire. Et ça a marché. Et en fait, les Américains ont cette capacité à valoriser les talents, valoriser les personnalités. C'est-à-dire qu'un étudiant, quand on voit qu'il est doué en sport, quand on voit qu'il a un talent, un don, quel que soit son talent, en fait, les jeunes Américains ont vraiment accès à un panel d'art, de sport, peut-être même de gastronomie, enfin, j'en sais rien, c'est très large. Et c'est ce qui fait la différence avec les Américains. Le rêve est plus accessible aux jeunes, je pense, aux États-Unis qu'en France. Toi, quand tu étais à l'école, tu as été victime de harcèlement ? Alors, ça m'est arrivé. Après, j'en parle pas trop parce que je me suis pas définie autour de ça. Mais oui, quand j'étais entre la 6e et la 4e, j'ai pris des remarques quand même parce que j'étais très grande et maigrichonne. Oui, les garçons. Mais les garçons sont immatures. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Mais c'était les garçons qui t'embêtaient ? C'était les garçons, ouais. C'était les garçons... asperges, carottes, girafes. Bon, maintenant, il y en a qui sont même amis avec moi. Tu vois, je ne suis pas très rancunière, mais c'est vrai que quand tu es en 4e, tu ne comprends pas trop pourquoi on te stigmatise comme ça pour ton physique. On m'envoyait même des petits cailloux, c'est arrivé. Des cailloux ? Ouais, des petits cailloux, mais c'était pour m'embêter. Mais tu vois, je n'en veux à personne. Et je me suis jamais dit, si un jour je fais du mannequinat, si un jour je deviens Miss France, c'est pour prendre une revanche vis-à-vis de la vie. Jamais je me suis construite autour de ça. Et d'ailleurs, je pense que dans tout ce qu'on entreprend, il faut le faire avec passion et bonté et pas forcément avec haine. Et je vois souvent des jeunes femmes qui viennent me dire, oui, j'ai envie de prendre une revanche, j'ai envie de faire Miss France. Parce que c'est pas la bonne démarche. C'est pas la bonne démarche. Mais tu peux pas il y a une souffrance derrière et on peut la comprendre, cette souffrance. Mais c'est pas ce qui crée, c'est pas ce qui permet l'excellence. On peut réussir comme ça, mais je pense que on garde ces cicatrices toujours ouvertes et c'est difficile de les fermer. Donc moi, j'en veux pas aux garçons qui m'envoyaient des petits cailloux à l'époque. Et d'ailleurs, il y en a un qui est devenu ami avec moi aujourd'hui, un ami de longue date. Et c'est rigolo parce que donc il m'envoyait des petits cailloux en 4e. Pour attirer ton attention. Pour attirer mon attention. En 4e, il m'envoyait des messages sur Facebook. Et je l'ai revu récemment et je lui ai dit, tu sais, toi, tu m'envoyais des cailloux et t'es revenu 5 ans après en me disant qui aime bien châtie bien. Et il me croyait pas. Je suis remontée dans la conversation Facebook en 2011. Donc, tu vois, je suis remontée hyper loin. Il était rouge, il était gêné. Je lui ai dit, tu vois, faut faire attention à ce qu'on écrit sur les réseaux. Tout reste. Tout reste. Ah, mais vraiment, tout reste. Et bon, on va s'arrêter là, Clémence. T'as vu, je suis pipelette. On a beaucoup parlé. Hein. Mais tu me connais. J'ai appris plein de choses. Bah oui. Et vous aussi, j'espère. Merci, en tout cas, Clémence, d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Tout de suite, c'est le meilleur de School avec le Zap.
Pourquoi la philo a-t-elle une telle valeur symbolique? Pourquoi on considère tous que c'est la matière phare du bac? Une valeur symbolique, une valeur réelle, parce que c'est pas juste une affaire d'un an. Il y a quand même des élèves qui, après cette initiation en philosophie en terminale, continuent, à titre assez personnel, à philosopher. Ils ont bien compris qu'il y avait quand même des problèmes existentiels dans les consciences humaines, et pour eux, l'année de philosophie est fondamentale, pas simplement pour avoir une bonne note au bac, mais pour leur vie. Ça reste une discipline phare, parce que justement, ça n'est pas une discipline. La philosophie, c'est un questionnement que l'être humain possède naturellement dès qu'il a conscience des choses. Je crois que les enfants... On commence à c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, on commence à philosopher dès l'enfance. On commence à se poser des questions de nature philosophique sur le sens des choses, dès qu'on sait parler, dès qu'on sait un peu réfléchir. Et les enfants, on les laisse un petit peu en plan, passez-moi l'expression, avec leur questionnement philosophique. Ouais, même s'il y a des tentatives aujourd'hui, même de la philosophie en maternelle. Edwige Chirouté, par exemple, qui est professeur à Nantes, fait ses expériences. Mais c'est vrai que la philosophie, c'est d'abord une pratique assez naturelle, assez spontanée. Ça devient un enseignement académique en terminale, parce qu'on apprend à disserter. Mais le questionnement de l'être humain, il est naturel, ou alors... Et donc ça va rester. Oui. Pourquoi la philo a-t-elle une telle valeur symbolique? Pourquoi on considère tous que c'est la matière phare du bac? Une valeur symbolique, une valeur réelle, parce que c'est pas juste une affaire d'un an. Il y a quand même des élèves qui, après cette initiation en philosophie en terminale, continuent, à titre assez personnel, à philosopher. Ils ont bien compris qu'il y avait quand même des problèmes existentiels dans les consciences humaines, et pour eux, l'année de philosophie est fondamentale, pas simplement pour avoir une bonne note au bac, mais pour leur vie. Ça reste une discipline phare, parce que justement, ça n'est pas une discipline. La philosophie, c'est un questionnement que l'être humain possède naturellement dès qu'il a conscience des choses. Je crois que les enfants... On commence à c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, on commence à philosopher dès l'enfance. On commence à se poser des questions de nature philosophique sur le sens des choses, dès qu'on sait parler, dès qu'on sait un peu réfléchir. Et les enfants, on les laisse un petit peu en plan, passez-moi l'expression, avec leur questionnement philosophique. Ouais, même s'il y a des tentatives aujourd'hui, même de la philosophie en maternelle. Edwige Chirouté, par exemple, qui est professeur à Nantes, fait ses expériences. Mais c'est vrai que la philosophie, c'est d'abord une pratique assez naturelle, assez spontanée. Ça devient un enseignement académique en terminale, parce qu'on apprend à disserter. Mais le questionnement de l'être humain, il est naturel, ou alors... Et donc ça va rester. Oui. On a coutume de penser à cette intelligence artificielle, chef d'orchestre, un peu grand Manitou de la création musicale. Est-ce qu'on peut dépasser un peu ce fantasme-là et se dire qu'aujourd'hui, on est arrivé peut-être à une nouvelle façon de concevoir l'interaction avec l'intelligence artificielle en musique? Est-ce que c'est devenu une alliée plus qu'un Deus ex machina, Nathalie? Alors c'est une question qu'on nous pose souvent, surtout récemment, et depuis que l'intelligence artificielle fait parler d'elle encore plus avec les nouvelles technologies qui se développent très très vite. Mais finalement, si on revient à la création de l'IRCAM, qui est l'institution mère de l'IRCAM Amplify, c'était le fondement même de la création de l'IRCAM, la technologie au service du compositeur et de l'artiste. Et comment cette technologie, alors aujourd'hui l'intelligence artificielle est au sein de la technologie, mais il y a beaucoup d'autres choses dans la technologie, vient en compagnonnage de l'artiste et créer une sorte de continuum entre l'art, la science et la technologie, et déploie des nouvelles capacités pour les artistes et les compositeurs. Donc c'est une brique en plus. Voilà, c'est la brique suivante pour aller au-delà des frontières existantes, pour aller se projeter dans des nouveaux univers créatifs. Mais c'est l'ADN même de l'IRCAM, donc c'est ce qui a fait aussi que les artistes et les compositeurs ont pu dépasser des bornes dans le passé. Donc il faut s'en emparer comme le reste. Je vous cite, derrière le bling-bling, il y a une construction dialectique en 3 parties. Oui, dans certaines chansons, ouais. Alors, là, du coup, j'ai pas préparé, mais il y aurait des exemples. Je vais vous donner l'exemple. Vous dites au départ, alors je ne sais plus de quelle chanson vous parlez, mais du rap en général, qui au départ étale ses richesses matérielles. Oui, c'est Booba, ça. Ça, c'est Booba, ouais. Je cite, oui, Ensuite, il y a une antithèse, il flippe en pensant à son passé. Je vous cite toujours, je ne me permettrai jamais de dire il flippe à la télévision. Et ensuite, il essaie de trouver une raison, il se dit qu'il peut aller de l'avant avec un petit peu moins d'orgueil. Voilà, c'est souvent dialectique, mais dans les chansons rock aussi.
aussi. We Will Rock You de Queen. Il y a trois âges de la vie qui sont dialectiques. Ça marche souvent par trois. Et on progresse à la façon. Pourtant, c'est du rythme binaire, le rock, c'est pas du rythme ternaire. Ouais, mais c'est hegelien. C'est la dialectique de Hegel, thèse, antithèse, synthèse. Il y a un problème et on essaie de résoudre à la fin de la chanson. Voilà, célèbre chanson de Johnny. Toi, Hegel, qu'est-ce qu'il a dit? Non, pardon. Bon, ça va, j'ai essayé. Eddie Cotto, on disait effectivement il y a cette massification concernant l'école avec cet afflux assez important d'élèves et le système concrètement a du mal à gérer cet afflux important d'élèves et je sais que vous souhaitiez justement réagir sur les infrastructures qui clairement ne sont pas au niveau. Oui, effectivement, les infrastructures ne sont pas au top niveau. Aujourd'hui, comme je le disais, il y a encore des écoles qui manquent réellement d'infrastructures. Mais il faut avouer que les gouvernements n'ont pas cessé de faire des efforts dans ce sens. Aujourd'hui, il faut dire, par exemple, qu'il y a un projet SENS qui permet à l'État béninois de construire des écoles, de doter les écoles d'infrastructures. Par ailleurs, je voudrais rappeler ou je voudrais préciser. Aujourd'hui, pour enseigner, même dans les écoles primaires, il y a une nouvelle décision qui est sortie. Il faut avoir le niveau bac. Et donc, ceux ou les enseignants qui n'avaient pas le bac et qui enseignaient, aujourd'hui, ce temps est révolu. Il faut forcément avoir le niveau bac, même pour enseigner dans les écoles primaires. Parlant des infrastructures, vous savez, au-delà même des infrastructures classiques, c'est-à-dire les salles de classe, ce qui manque aussi dans les écoles du Bénin, il s'agit par exemple des bibliothèques, il s'agit aussi des laboratoires, parce que au secondaire, par exemple, lorsque vous atteignez la classe de seconde, première, terminale et que les expériences commencent en biologie ou en chimie, vous avez forcément besoin de laboratoires pour aller au concret, passer de la théorie donc à la pratique. Voilà autant d'infrastructures qui ne sont pas au rendez-vous. Et je pense que, comme je l'ai dit, grâce au projet, encore le gouvernement est en train de faire des efforts, mais toujours est-il qu'avec la grande masse des enfants béninois qui demandent à aller à l'école, le problème reste toujours posé, si bien que parfois, par exemple, des enfants sont obligés de parcourir beaucoup de kilomètres avant d'accéder à une école parce que c'est peut-être la seule de la zone. Au-delà des infrastructures, il y a, les curricula de formation même qui aujourd'hui posent problème. On se rend compte de plus en plus que cela ne répond pas forcément aux réalités du Bénin, si bien que le Conseil national de l'éducation installé il y a 2 ans par l'actuel gouvernement est en train de travailler de façon à ce que ces curricula soient revus, de sorte que d'ici les 5 prochaines années, nous puissions être sûrs que nous sommes sur la bonne voie. Et le plan sectoriel de l'éducation post-2015, c'est en fait de 2018 à 2030 qu'il court. Et ce plan a prévu un certain nombre de mécanismes que l'État est en train de mettre en place pour que d'ici à cette échéance-là, nous puissions quand même être satisfaits de ce que sera le système éducatif béninois. J'ai envie qu'on puisse entendre justement ce que veut dire cette musique générée notamment avec l'aide de l'intelligence artificielle. Il y a 4 ans, en 2018 exactement, François, avec votre label Flow Records, vous dévoiliez le premier album collaboratif entre humains et intelligence artificielle avec la complicité du musicien Skig et de Stromae aussi, entre autres. 4 ans plus tard, Skig revient avec Mélancolia, subtil jeu de mots s'il en est, un deuxième disque. C'est peut-être un petit peu plus introspectif pour le coup en matière musicale, mais il est toujours composé avec l'aide de l'intelligence artificielle. Écoutez. Il y avait tellement de lumière au départ, un cas d'espérance, un oiseau rare qui tourne si haut que c'est sans fin. Océan. 4 ans d'écart justement entre ce premier album et puis ce deuxième. François, ça veut dire quoi qu'en 4 ans, on a permis aussi à l'intelligence artificielle de pouvoir affiner ses algorithmes, ses ressources en matière d'apprentissage profond, de deep learning. Est-ce qu'on a joué sur d'autres ressorts de l'IA pour composer cet album ? Oui, d'abord, il faut effectivement rappeler que l'IA, ce n'est pas le deep learning uniquement. Il y a beaucoup de technologies, dont celle-ci, effectivement. Oui, les technologies ont évolué, ça c'est normal. Mais disons que, là, cet album de Skige, c'est un album qu'il a fait en solo, en effet.
pendant le confinement, donc avec du temps et tout ça, où il allait vraiment en détail. En fait, quand on regarde comment les musiciens aujourd'hui font de la musique, disons, de ce genre, les musiciens aujourd'hui sont très attentifs à ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire le son de la caisse claire, le kick, comme on dit, tout ça. Ils sont capables de passer beaucoup de temps pour aller trouver un son spécifique, nouveau, intéressant, etc. Donc, il ne s'agit pas uniquement de composition, je veux dire. Et donc là, en effet, dans cet album, il y a beaucoup de technologies d'IA qui ont été utilisées pour régler, ou pour régler, c'est peut-être un peu excessif, mais pour aborder toute une série de problématiques que le musicien moderne doit aborder, la composition, l'arrangement, le son, sa production, rajouter des petits bouts de son pour faire en sorte que l'ensemble tienne bien. Enfin, il y a tout un éventail de problèmes très très larges qui sont au fond beaucoup plus larges que les problèmes qui nous intéressaient il y a 4 ans ou 6 ans ou des choses comme ça. Et donc, je dirais, l'IA est maintenant utilisée un peu plus en profondeur. C'est un mauvais jeu de mots parce que mais sur tout un tas de problématiques qui sont plus précises, plus focalisées, notamment sur la production, sur la manière dont on va rendre, disons, comment dire, enfin, c'est rendering, on dit en anglais, dont un son particulier, on va vouloir le travailler jusqu'à ce qu'il devienne vraiment nouveau, spécifique aux musiciens, etc. Voilà pour le Zap, on se retrouve lundi, c'est la fin de ce grand JT. Pour nous retrouver, bien sûr, canal 247 sur les Freebox ou schooltv.com. Merci à Alice Pitavi à la réalisation, Amanda Montero au son, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction, à Laure Audemont au make-up, à toute l'équipe de School de manière générale. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas sur Instagram à nous écrire, on vous répond. Ciao, bon week-end.